Dans la première vidéo du chapitre numéro 3, nous avons donné la définition générale de la fonction de transfert d'un procédé représentée par une équation différentielle d'ordre n. Nous avons ensuite présenté la fonction de transfert générale d'un système du premier ordre définie par son gain et sa constante de temps. Nous avons ensuite analysé sa réponse dynamique à un échelon et à une impulsion. Dans cette deuxième vidéo, nous allons continuer l'étude de la réponse dynamique d'un système du premier ordre soumis à une entrée sinusoïdale avant de dériver une série de systèmes simples de premier ordre à partir des bilans de matière et d'énergie. La réponse d'un système du premier ordre soumis à une onde sinusoïdale est obtenue en multipliant la fonction de transfert du procédé par la transformée de Laplace de l'entrée. La transformée de Laplace d'une entrée sinusoïdale, donc U est égal à U0 plus A sinus oméga t, en variable de déviation en soustrayant la valeur initiale, devient égale à A sinus de oméga t. La transformation de Laplace de cette entrée est égale à A oméga divisé par S carré plus oméga carré. Y de S devient donc égal à la fonction de transfert du procédé multipliée par U de S. Donc Y de S est égal à K divisé par tau S plus 1 multiplié par A oméga divisé par S carré plus oméga carré. L'inverse de la transformation de Laplace de Y de S en utilisant la méthode des fractions partielles donne la fonction Y de t sur K comprenant trois termes. Un terme en fonction du temps pour représenter la période transitoire initiale et la somme d'un sinus et d'un cosinus. Lorsque la période transitoire se sera écoulée, seuls les deux derniers termes persisteront. La sommation du sinus et du cosinus de la diapositive précédente peut être transformée en fonction d'un sinus seulement, en utilisant l'identité trigonométrique suivante. A cosinus de phi plus B sinus de phi est égal à R multiplié par sinus de phi plus θ, où R est égal à la racine carrée de A carré plus B carré et tangente θ est égal au rapport de A sur B. Ainsi, à partir de cette identité trigonométrique, on obtient Y de t divisé par K qui est égal à la période transitoire initiale telle qu'auparavant, plus un sinus avec une amplitude et un déphasage donné, dans lequel ici phi est égal à tangente moins 1 de moins oméga tau. Après un certain temps, le premier terme de cette équation disparaîtra et seul le deuxième terme restera. Ainsi, le sinus qui demeurera en régime stationnaire sera un sinus ayant la même fréquence angulaire oméga et une amplitude qui sera plus faible que le sinus de la fonction d'entrée. De plus, il existe un déphasage par rapport au sinus d'entrée. En effet, le sinus de sortie accuse un retard par rapport au sinus d'entrée qui varie entre 0 et moins 90 degrés à mesure que la fréquence angulaire oméga passe de 0 à l'infini. Pour bien comprendre la diminution de l'amplitude de sortie et le déphasage, nous allons comparer la réponse dynamique en régime stationnaire de la sortie à l'entrée d'un procédé du premier ordre ayant une constante de temps tau de 1 unité de temps. Les deux sorties sont portées en graphique à un moment où la réponse transitoire a disparu. À noter que l'axe des Y a été normalisé. Comme la sortie du procédé évolue proportionnellement à la différence entre la valeur d'entrée et la valeur de sortie, le procédé essaie constamment de rejoindre la valeur d'entrée. Puisque le procédé a sa propre dynamique, il prend un certain temps pour rejoindre la valeur d'entrée, comme c'était le cas dans la réponse à l'échelon. Mais la valeur d'entrée, contrairement à l'échelon, redescend selon le sinus d'entrée et vient rejoindre la réponse de la sortie. Pour un très bref moment, la valeur de sortie devient égale au sinus d'entrée et cesse d'évoluer puisqu'un équilibre éphémère est atteint. Le sinus d'entrée continue de descendre, ce qui force la sortie de vouloir suivre à nouveau le sinus d'entrée et de descendre à son tour.
Par cette simple analyse, on peut facilement constater que l'amplitude de sortie doit forcément être plus faible que celle de l'entrée et qu'un décalage entre les deux signaux doit aussi exister. La même analyse a été faite pour 3 valeurs différentes de oméga, soit des valeurs de 0,5, de 2 et de 10. L'entrée du procédé est indiquée par la courbe en noir et la sortie du procédé par la courbe en rouge. On constate facilement que l'amplitude de sortie diminue et le déphasage augmente à mesure que oméga augmente. Si les changements à l'entrée sont très rapides, il devient très difficile au système de suivre l'entrée. Cette analyse sera importante plus tard dans le cours lorsque la technique de réponse en fréquence sera utilisée pour spécifier les paramètres des régulateurs. Nous allons maintenant dériver la fonction de transfert de quelques systèmes du premier ordre très simples à partir des bilans de matière et d'énergie. Nous allons commencer par la réponse dynamique d'un thermomètre au mercure dont le principe de fonctionnement est très simple. Une augmentation de la température du milieu ambiant fournira progressivement une quantité d'énergie au thermomètre et le fluide subira une expansion thermique. Le niveau du mercure dans le tube capillaire augmentera pour indiquer l'augmentation de la température. On peut donc effectuer un bilan d'énergie pour ce thermomètre situé dans un tuyau. Ainsi, le bilan d'énergie peut se résumer comme suit. Le flux d'énergie entrant moins le flux d'énergie sortant doit être égal au taux d'accumulation de l'énergie. Tous les modèles nécessitent certaines hypothèses. Pour le thermomètre, qui pourrait aussi bien être un thermocouple ou un autre capteur de température, on suppose que toute la résistance au transfert de chaleur se situe dans le film liquide enveloppant le thermomètre. Le mercure comprend toute la capacité calorifique et l'expansion thermique du verre est négligeable, de sorte qu'on suppose que la surface extérieure du thermomètre ne changera pas. En supposant que la température du milieu ambiant est plus élevée, le flux entrant est égal au flux d'énergie dû à la convection entre le milieu ambiant et la surface extérieure du thermomètre, soit HA multiplié par l'écart de température entre le milieu ambiant et la température du mercure. Dans ce cas-ci, il n'y a pas de flux sortant, donc ce sera égal à 0, et le taux d'accumulation de l'énergie sera égal à la masse multipliée par la capacité calorifique et le changement de température du mercure dans le thermomètre. Ainsi, les variables qui ont été utilisées pour cette équation sont A, qui est la surface disponible au transfert de chaleur, Cp, qui est la capacité calorifique du mercure, M, qui est la masse de mercure, et H, qui est le coefficient de transfert de chaleur. On suppose que le thermomètre est initialement en régime stationnaire, c'est-à-dire que le taux d'accumulation de l'énergie à l'intérieur du thermomètre est égal à 0. Si le thermomètre est en contact avec le fluide pour une période suffisamment longue, les deux températures seront égales, c'est-à-dire la température lue par le thermomètre est égale à la température du milieu ambiant. En soustrayant cette équation en régime stationnaire de l'équation différentielle, on obtient celle-ci en termes des variables de déviation. C'est-à-dire que nous avons soustrait une quantité constante, U0, et nous avons ajouté une quantité égale, Y de 0, sans rien changer l'équation, et nous avons ajouté à l'intérieur de la dérivée, sans la changer, une constante. En désignant les variables de déviation U majuscule comme étant U moins U0 et Y majuscule comme étant Y moins Y0, on obtient HA multiplié par U moins Y qui est égal à MCP dy sur dt. On divise cette équation par HA pour obtenir U moins Y est égal à MCP divisé par HA multiplié par dy sur dt. MCP divisé par HA devient la constante de temps de ce système. En prenant la transformation de la place de cette équation différentielle, nous obtenons U de S moins Y de S est égal à tau S Y de S. Nous mettons cette équation sous la forme standard d'un système du premier ordre. Donc, Y de S, la sortie sur l'entrée U de S, est égal à 1 divisé par tau S plus 1. Cette fonction de transfert nous permet de constater
qu'elle possède un gain de 1. Ceci est logique puisqu'une augmentation de 1 degré dans la température du fluide conduira à une augmentation de 1 degré de la température du mercure lorsque le nouveau régime stationnaire sera atteint. La forme standard de la fonction de transfert, c'est-à-dire avoir un 1 au coefficient au dénominateur de S0, nous donne également la valeur de tau, qui est la constante de temps du système. Pour le thermomètre, nous avons obtenu une fonction de transfert du premier ordre avec un gain unitaire et une constante de temps égale à la masse multipliée par la capacité calorifique et divisée par le produit du coefficient de transfert thermique et de l'air du thermomètre. Les deux paramètres qui définissent la fonction de transfert d'un système du premier ordre ont une signification physique. Nous avons déjà discuté du gain. Si la masse ou la capacité calorifique du fluide dans le thermomètre augmente, la constante de temps augmentera, c'est-à-dire qu'il faudra plus de temps pour atteindre le nouveau régime stationnaire. D'autre part, si le coefficient de transfert de chaleur augmente, la constante de temps diminuera. Nous allons maintenant considérer le cas d'un réservoir de mélange. On alimente un réservoir de volume V mètres cubes avec un débit volumique constant Q en mètres cubes par seconde d'une solution de sel dont la concentration est U en kilogrammes par mètre cube. Cette concentration U est susceptible de changer avec le temps. Nous désirons obtenir la fonction de transfert reliant la concentration de la sortie représentée par Y à la concentration de sel à l'entrée représentée par U. Pour ce faire, nous faisons un bilan massique de sel autour du réservoir. Ainsi, le débit de sel entrant moins le débit de sel sortant est égal au taux d'accumulation de sel à l'intérieur du réservoir. Nous avons donc comme équation Q multiplié par U moins Q multiplié par Y est égal à la variation de la quantité de sel à l'intérieur du réservoir, c'est-à-dire dVY sur dt. Tous ces termes dans l'équation ont des unités de kilogrammes par seconde. En régime stationnaire, l'accumulation devient égale à 0 et le débit d'entrée et le débit de sortie sont égaux. Ceci implique que les deux concentrations sont identiques. L'équation différentielle du réservoir de mélange en variable de déviation est obtenue en soustrayant l'équation en régime stationnaire de l'équation différentielle et en incorporant moins y de 0 dans la dérivée. On prend ensuite la transformation de Laplace de cette équation différentielle et on transforme cette équation de Laplace en une fonction de transfert standard du premier ordre reliant la sortie YS à l'entrée US comme étant égale à 1 divisé par tau S plus 1. La constante de temps tau est définie comme le rapport du volume du réservoir divisé par le débit volumique. Elle représente le temps de séjour moyen d'une molécule à l'intérieur du réservoir. Si le volume augmente, la constante de temps augmentera. Si le débit volumique augmente, la constante de temps diminuera. D'autre part, il est logique d'avoir un gain unitaire pour ce système, puisqu'une augmentation d'une unité de la concentration de sel à l'entrée mène, en régime stationnaire, à une augmentation d'une unité de la concentration de sel à la sortie.